L'épisode 5, l'enfant qui bouge trop, c'est l'épisode qui, en date d'aujourd'hui, a eu les plus grosses cotes d'écoute sur le podcast. Alors, soit que c'est un scénario qui est fréquent ou soit que c'est très handicapant. Il y a plusieurs causes possibles derrière une hyperactivité motrice et une d'entre elles, c'est le contexte du TDAH. Alors, c'est ici qu'on s'arrête aujourd'hui. On va se demander d'où vient l'agitation. On va se mettre à jour en regard de ce que la littérature actuelle sait sur les causes et ce qui est recommandé comme approche d'intervention. On va recevoir beaucoup de conseils concrets pour le quotidien et même se projeter vers l'avenir parce que un jour, l'enfant deviendra lui aussi un grand et peut-être même un parent. Je vous promets une conversation fascinante, inspirante et émouvante, éducative aussi, parce que vous verrez, mon invité, Emmanuelle Beaulieu, ergothérapeute, était vraiment bien préparée et vous allez voir tout ce qu'elle va nous apporter. Salut Emmanuelle, bienvenue! Merci. Allô, Josiane. Alors, Emmanuelle, toi, tu es ergothérapeute et tu reçois principalement des enfants avec un TDAH. Oui, et je vois aussi des adultes avec TDAH. Ah, ça, c'est bon à savoir. Tu es impliquée avec le CADRA. Oui, Ouais. exactement. Donc, je suis membre du comité scientifique de CADRA, Qui est? qui est l'Alliance canadienne des ressources sur le TDAH, OK. dans lequel je participe aux conférences, donc pour la formation professionnelle, médicale et de la santé. OK. Donc, c'est un sujet que tu connais bien et tu es formatrice, en plus de conférencière, sur le sujet du TDAH pour les parents et les professionnels aussi. Oui. Super. Ça va être un épisode qui va bouger vos neurones et vos émotions. Et écoutez jusqu'à la fin, ça vaut la peine. Bonne écoute! Et juste au cas où ceci est ton premier épisode, Bouger pour grandir est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé, de l'éducation et bien sûr des parents qui accompagnent les enfants dans leur développement moteur, mais pas que. Et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute québécoise, canadienne, formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant, autrice du livre Bouger pour grandir, le petit cousin du podcast et surtout passionnée de faire connaître la facette pédiatrique de mon métier, l'ergothérapie. Sans plus tarder, poursuivons avec l'épisode d'aujourd'hui. Emmanuelle, la question que beaucoup de gens se posent, c'est faut-il gérer cette hyperactivité-là et ça se gère-tu? En fait, ça dépend. Ça dépend des causes, de l'environnement, de plein de facteurs du quotidien de la personne qui a un TDAH. Ben, je m'attendais à ce que tu me dises ça, donc il faut écouter le reste de l'épisode pour en savoir plus. Hein? OK. Peux-tu d'abord nous expliquer c'est quoi le TDAH? Est-ce qu'il y a différents profils? Est-ce qu'ils bougent tous autant, les enfants? En fait, c'est un spectre. OK. Donc, TDAH, c'est l'acronyme pour trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité. Donc, avec ou sans hyperactivité. OK. Il existe 3 profils. Le premier, c'est profil d'inattention. Il y a ensuite profil hyperactivité et impulsivité. OK. Et il y a le profil combiné, où on retrouve de l'inattention et de l'hyperactivité. Ce qui ressort beaucoup, des fois, ce que je trouve, c'est que ce sont des jeunes qui ont des défis au niveau d'une motivation très fluctuante. Oui. Donc, la famille va rapporter que soit on a des propos du style « mon enfant, là, c'est juste qu'il est paresseux », parce que c'est ce que ça a l'air. Oui, bien si on pense à un enfant plus vieux, peut-être? Même plus jeune. OK. Donc, des enfants qui veulent juste pas le faire. OK. Pas faire des choses, leurs responsabilités à la maison, que les parents essaient de déléguer certaines tâches. L'enfant, ils veulent pas le faire, ou même au niveau des devoirs. Moins au niveau de la petite enfance, plus au niveau de l'âge scolaire, c'est ce qu'on voit. J'ai lu à quelque part, dis-moi si tu as lu ça aussi, ou si c'est quelque chose qui existe dans le fond, que c'est comme, c'est pas un déficit d'attention, c'est un déficit d'attention aux choses qui m'intéressent pas. Mais je trouve que c'est très bien dit. OK. Je trouve que c'est très bien dit parce que c'est une condition qui est vraiment, je dirais, presque dirigée par l'intérêt. Donc, autant un enfant aura des difficultés à participer à des activités qui ne font pas partie de ses intérêts, puis
souvent, on retrouve ça en contexte d'école où l'information, l'apprentissage est imposé. Ouais. Autant il peut performer, se concentrer de façon soutenue sur des tâches qui les intéressent. Donc, j'entends, par exemple, des gens qui vont dire « Mais non, mais mon enfant n'a pas de TDAH parce qu'il joue au Lego pendant 4 heures. Il reste assis et il joue au Lego pendant 4 heures. » Donc, ce n'est pas ça. C'est un peu un cerveau qui est allergique à l'ennui. ouais, ça, c'est le fun qui n'arrête pas ouais. et qui ne veut pas se reposer aussi. Donc, c'est un cerveau qui apprécie la stimulation, mais la stimulation qui fait du sens pour lui. Et ce sont des enfants qui sont plus kinesthésiques. Ça se peut-tu? C'est un point qui est important à faire. Ouais. Que la partie instruction pour l'apprentissage des tâches, pour suivre des consignes, si c'est un jeune qui a de la difficulté à maintenir son attention, ça va rendre ça difficile, ça va rendre ça inintéressant et ça va être encore... C'est un cercle vicieux. Ça va être encore plus difficile de continuer à participer. Donc, de rentrer immédiatement dans l'action, ça répond aussi à leur côté impulsivité où le jeune va de toute façon essayer tout de suite, même si on lui demande d'attendre. Donc, ça vient un peu plus s'enligner avec la façon dont le jeune il fonctionne et des fois préférer apprendre de façon très concrète en lien avec le défi qu'il est en train de rencontrer dans le moment précis. OK, donc je lui dis pas, viens, on va apprendre à laver la salle de bain. Ce qu'on va faire, c'est laver le miroir et ensuite la toilette. On lui met la bouteille de push-push dans les mains, puis on lui dit, comme, spray, là, vaporise le miroir. Ah, tiens, le Scott Towel, puis vas-y, puis on le fait dans l'action, puis on lui demande les choses au fur et à mesure. Ça peut être une meilleure façon. Oui. L'enfant qui se sent impliqué s'implique. Donc, c'est beaucoup plus difficile de le faire à l'adolescence. Donner une bouteille, puis demander de laver la salle de bain s'il n'a pas été exposé et quand il était jeune et que c'était le moment où il aurait été intéressé à l'activité, il ne l'a pas fait. C'est beaucoup plus difficile par la suite, là. OK, non, mais j'essaie ça quand même en fin de semaine avec mon ado. Tiens, une tondeuse dans tes mains. Oui, mais quelque part... Par là! Oui, c'est ça! De rajouter un certain objectif de performance. OK. Ça l'aide à stimuler aussi l'intérêt. Donc, ça pique la curiosité puis de dire, OK, mais quelle est la technique que tu penses qui va aller le plus vite pour sauver le plus d'efforts? Et donc là, après ça, on compare nos techniques et donc, ça donne un objectif autre que juste faire quelque chose d'ennuyant. J'aime ça, tu nous amènes déjà des petites pistes de perspectives différentes et de l'intervention, puis on a vraiment hâte d'arriver à ce sujet-là, mais on peut peut-être poursuivre avec les différentes causes derrière l'agitation motrice. Et quand on parle d'agitation motrice et de cause, dans le fond, c'est qu'on implique qu'il y a comme un impact, dans le fond. Oui, exactement. Donc, si on parle de l'hyperactivité, le côté l'enfant qui bouge beaucoup, c'est important de comprendre ou d'essayer d'explorer les causes possibles qui pourraient expliquer le tout. Donc, pour ce qui est du TDAH, de façon générale, la cause la plus connue jusqu'à ce jour, c'est que ça serait 50% la génétique, 50% l'environnement. Donc, les situations dans lesquelles on a grandi va avoir un impact sur l'expression de ces gènes-là. Donc, au niveau des gènes, on a découvert qu'il y a certains gènes qui ont des facteurs de risque associés à la probabilité d'avoir un TDAH. Donc, plus on en a, plus on a de chances d'en avoir. Dans des cas particuliers, il y aurait un gène ou que c'est ce gène-là qui serait associé à la présence d'un TDAH. Mais dans la majorité des cas, c'est plusieurs gènes qui donnent une petite probabilité. Ensuite, l'expérience de vie, notre vécu, notre environnement va influencer est-ce que ces gènes-là seront exprimés ou non. Parmi ça, il y a la présence d'événements traumatisants dans notre enfance qui va avoir un impact. Donc, une personne qui a beaucoup d'événements traumatisants aura beaucoup plus de chances d'avoir l'expression de ces gènes-là.
Donc, c'est important de regarder de façon générale tout ce qui pourrait contribuer. D'ailleurs, là, je m'intéresse un peu plus aussi à la santé de l'intestin et de l'alimentation et tout. Donc, aussi, en fait, pour ce qui est de l'hyperactivité, parmi les causes possibles, on peut même aller jusqu'au niveau de plomb dans le sang. Le taux de plomb dans le sang, il y a une corrélation avec les symptômes d'hyperactivité et en l'occurrence de TDAH. Donc, si dans la population, on prend le tiers de la population qui a le plus haut niveau de plomb dans le sang, ils ont 2 fois plus de chances d'avoir un TDAH. Et si on y va avec les 20% qui ont le plus haut taux de plomb dans le sang, là, c'est 4 fois les chances d'avoir un TDAH. Donc, il y a beaucoup de causes qui peuvent être environnementales. Ce qu'on ne sait pas actuellement, c'est que ça peut aussi se produire suite à des infections. Il y a beaucoup plus de causes qu'on peut intuitivement penser derrière le TDAH. Exactement. Ouais. Donc, c'est tellement vaste, tout ce qui peut avoir un impact sur le développement d'un TDAH ou non. Mais c'est quelque chose qu'on a dès la naissance. Donc, dès la petite enfance, il y a des symptômes qui sont présents. Alors, quand on parle de gènes qui prédisposent, ça veut dire que ça vient des parents. Donc, enfant qui va développer un TDAH, il y a peut-être un des parents ou un grand-parent qui avait un TDAH, ou du moins le gène, même si ça ne s'est pas exprimé. Est-ce que quand tu parles de trauma, ça peut impliquer la naissance? Une naissance plus sous urgence traumatique pour l'enfant? Est-ce que ça peut jouer là-dedans? Je ne sais pas spécifiquement en termes de naissance, le moment de la naissance, mais quelque chose tel que la perte d'un proche de la mère pendant la grossesse peut même avoir un impact sur le fait que le jeune présente un TDAH. OK, donc on est prédisposé, on peut, selon l'environnement et les événements de vie, ça peut s'exprimer plus ou moins. Si on a un TDAH, on risque aussi d'avoir un enfant qui... Oui. On a plus de chances aussi que les prochaines générations aient ce même gène-là. Oui. Donc, en fait, un enfant qui a un TDAH, il y a 70% de chances qu'un de ses parents l'ait aussi. Donc, et souvent, les parents ne sont pas au courant et le découvrent en même temps qu'ils découvrent les défis de leur enfant. Ils se reconnaissent. Mais ça arrive aussi qu'ils ont des défis opposés. Donc, un profil d'inattention versus un profil d'hyperactivité. Un fait intéressant par rapport à ça, c'est que la raison pour laquelle les 3 profils ne font pas partie d'un diagnostic officiel, du diagnostic, parce qu'avant, c'était vraiment juste TDA. Je pense que jusqu'à dans les années 1980-90, on pouvait avoir juste un TDA. Maintenant, ça a été mis de côté comme diagnostic parce que le profil peut changer tout au long de la vie. Ah, ça fait du sens. Puis, comme c'est récent, comme tu dis, au niveau des parents qui se reconnaissent peut-être plus tard, c'était pas des diagnostics qui étaient donnés autant il y a 50 ans. Exactement. Mais avant, il y avait des noms différents. Ouais. J'ai eu connaissance d'un des premiers noms de diagnostic du TDAH dans l'histoire. Et mis à part dans les écrits où on trouvait que c'était présent dans les écrits médicaux dès 1775, le premier diagnostic en 1900, c'était, là c'est en anglais, Morbid Defect of Moral Control. Oh boy! Donc, il y a quand même beaucoup d'évolution depuis dans la compréhension de ce que c'est. Déficit du contrôle moral, ça serait un peu ça, la traduction. Oui, j'imagine que c'est en lien avec peut-être aussi le côté impulsivité. Oui. Mais aussi, il y a tout le côté contrôle que je retrouve énormément. Donc, le sentiment d'autocontrôle chez les enfants, tout comme chez les adultes, c'est très affecté par ce trouble. Ce trouble-là, oui. Mais aussi, tout ce qu'on peut retrouver avec un enfant qui a un TDAH, c'est aussi la présence de conditions associées. Donc, un enfant qui a un TDAH a beaucoup plus de chances d'avoir tous les autres troubles de santé mentale au courant de sa vie. Tu peux-tu donner des exemples? Oui. Donc, dépression, anxiété, bipolarité, troubles obsessifs compulsifs.
Bien, tu dis tous les autres troubles de santé mentale. Est-ce que tu inclus le TDAH dans un trouble de santé mentale ou c'est pas plutôt un trouble de neurodéveloppemental? Ou c'est quoi la différence? Ce que je vois, c'est que le côté de trouble de santé mentale est associé à vraiment des déficits là, au niveau du fonctionnement. OK. Le côté neurodéveloppemental suggère aussi une neurodiversité, donc un certain retard, mais aussi une façon de fonctionner différente. Ce qu'on voit et ce qu'on remarque de plus en plus, c'est que, étant donné que le TDAH, c'est un spectre, il y a des personnes dans un environnement propice qui excellent et qui se dépassent et qui accomplissent des choses incroyables, qui ne vont pas nécessairement se faire diagnostiquer avec un TDAH parce qu'ils ont réussi exactement. Ouais. Et il n'y a pas d'impact négatif. Exactement. C'est des impacts positifs. Oui. Et donc, toutes ces caractéristiques-là, dans un environnement, ce sont des faiblesses, mais dans un autre environnement, ce sont des forces. Donc, l'importance de vraiment adapter l'environnement et de aussi, tout le long de l'enfance, quand le jeune, le niveau d'autocontrôle et d'impulsivité, d'hyperactivité est à son pic. Oui, parce que l'autorégulation, puis le contrôle, puis l'inhibition, ça vient avec le temps. Oui, et l'importance de préserver l'estime de soi de ces enfants-là est phénoménale. Donc, c'est à ne pas passer à côté, à maintenir, à préserver, parce que sont dans une situation il y a beaucoup de choses qui se passent qui sont hors de leur contrôle. Et même si l'entourage, ceux qui s'informent par rapport au TDAH, comprennent qu'il ne fait pas exprès, de le vivre au quotidien, c'est difficile. C'est difficile pour les familles, c'est difficile en thérapie. Oui. C'est difficile de vraiment garder un pas de recul par rapport à l'inventaire de comportements auxquels on peut faire face. Alors, quand on dit à l'enfant « arrête de bouger », on est en train de lui dire « je pense que tu bouges intentionnellement, donc arrête donc parce que c'est pas approprié ». Mais c'est pas intentionnel, c'est plus fort que lui. Et c'est là que l'estime peut être affectée. Ben, moi, je veux bien arrêter de bouger, mais je suis pas capable. Donc, exactement. Et je dirais que là où l'impact est le plus grand, c'est pour les jeunes qui ont un profil d'inattention et d'hyperactivité. Le profil combiné, ce que je remarque, c'est que le défi est beaucoup plus grand. Parce que si on a, de façon générale, majoritairement l'hyperactivité et beaucoup moins d'inattention, on est un peu plus présent pour trouver des stratégies dans le moment et essayer de continuer à bouger tout en essayant de réussir notre tâche et participer. Donc, la personne est plus présente dans la recherche de solutions, tandis que si... Ou disponible. Exactement, c'est ce que je voulais dire. OK, oui. Et si mon corps veut bouger, mais qu'en plus, juste le fait que je bouge, ça me distrait. Oui. C'est une montagne énorme à remonter. Oui, c'est un plus gros combo à surmonter. Oui, exactement. Alors, comme je disais en début d'épisode, c'est normal de bouger quand on est petit. En fait, le mouvement devrait faire partie du quotidien de la majorité de la journée de l'enfant. Et de là, le podcast Bouger pour grandir, c'est le mouvement. Bouger, c'est important pour le développement. Alors, à partir de quand on se questionne sur le TDAH? Tu disais que les manifestations étaient présentes dès la naissance. Alors, comment on fait pour distinguer? Est-ce pertinent de distinguer? Étant donné que les comportements qu'on voit chez les jeunes qui présentent un TDAH relèvent beaucoup de l'immaturité, c'est sûr que c'est important de laisser un certain temps au corps et au cerveau de se développer pour voir s'il est capable de rattraper ces apprentissages-là et ce niveau de contrôle. Oui. Cependant, ce qu'on voit, c'est que les jeunes qui finissent par être diagnostiqués avec un TDAH, lorsqu'on voit leur enfance, les signes étaient présents depuis la petite enfance. Malgré que ces symptômes-là ne peuvent pas mener au diagnostic quand on est jeune nécessairement. Donc, souvent, quand on arrive en contexte d'école, quand les jeunes rentrent à l'école, là, on voit un décalage avec les pairs.
Mais tu peux-tu donner des exemples de ces signes-là qui étaient peut-être visibles durant la petite enfance? Oui, donc, je dirais qu'un des éléments qui ne fait pas spécifiquement partie du diagnostic, des critères diagnostiques de TDAH, mais qui est présent chez presque tous les jeunes qui l'ont, c'est des difficultés au niveau de la régulation émotionnelle. OK. Donc, des colères qui arrivent, là, de passer de 0 à 100 extrêmement rapidement, c'est quelque chose qu'on voit souvent chez des jeunes qui ont un TDAH depuis qu'ils sont tout petits. Là, c'est quelque chose qui persiste dans le temps, malgré qu'on s'attendrait à ce que, à un moment donné, à un certain âge, l'enfant ait un peu plus de recul par rapport à certaines situations. C'est quelque chose qu'on voit. L'enfant qui, quand il s'amuse, quand il a du fun, il peut tout faire. Dès qu'il fait face à une difficulté, qu'il trouve ça plate, il peut rien faire. Donc, vraiment, là, passer aux deux extrêmes. Et donc, c'est pour ça que l'entourage se dit, ben, je le vois, il est capable. Il est capable. Ouais. Il devrait être capable de le faire aujourd'hui s'il l'a fait hier. Et c'est pas aussi simple que ça. Il y a beaucoup une question de dopamine aussi pour le TDAH. Donc, la dopamine, c'est un neurotransmetteur. Exactement. C'est un messager. Oui. OK? Puis comment ça mène au déficit de l'attention ou à l'hyperactivité? La dopamine, c'est un neurotransmetteur qui est associé aux sensations de plaisir. Et le cerveau d'une personne avec TDAH en sécrète moins que le reste de la population qui n'a pas de TDAH. Donc, c'est un cerveau qui est en manque de dopamine, qui recherche à avoir un niveau de dopamine régulier, donc par tout ce qui offre du plaisir. D'où le côté gratification immédiate, mais autant être capable de rentrer en situation d'hyperfocus durant les activités plaisantes. Donc, un enfant qui aime jouer au Lego va jouer pendant des heures et des heures et ça va lui permettre, il va sécréter de la dopamine, ce qui va lui permettre de se rester concentré. Est-ce que l'attirance pour les écrans est plus grande chez les jeunes avec ce profil-là? Et est-ce que ça a un lien avec la dopamine, ce besoin-là? Ah, excellente question, excellente question. En fait, les écrans, c'est une activité dans laquelle on participe qui offre un très haut niveau de dopamine. Oui. Non seulement ça offre un haut niveau de dopamine, mais on n'a aucun effort à fournir pour l'obtenir. Ah. Donc, le cerveau est vraiment attiré par ça. Ben donc, en termes d'économie d'énergie, c'est fantastique. On a la stimulation, on n'a pas besoin d'offrir d'énergie. Oui. Et donc, on est en train d'habituer notre corps à avoir ce niveau élevé de dopamine pour un niveau très faible d'activité et de participation. Donc, ça répond aux besoins du jeune avec un TDAH, mais ça empire le problème. Exactement. Ouais. Parce que toutes les autres activités, il n'y a rien de comparable comme stimulation de dopamine que les écrans dans le quotidien. Donc, si ça devient notre nouveau seuil et qu'on compare tout le reste des activités, à ce moment-là, on a des jeunes que c'est extrêmement difficile à faire participer au reste des activités. Puis plus il y a d'écrans, en termes de quantité de temps, plus le reste devient difficile. Oui. Alors, quand tu parles de manifestations durant la petite enfance, si on commence à avoir un soupçon de TDAH, entre autres parce qu'il y en a dans la famille, il faut faire attention à introduire les écrans avant 5 ans et même après 5 ans, en fait, les minimiser parce que c'est tellement addictif que quand on les introduit, c'est dur de les retirer. Exactement. Donc, toutes les activités qui vont offrir un niveau rapide, immédiat de dopamine, c'est vraiment à aller au compte-gouttes, à contrôler du côté des parents parce que l'enfant n'aura pas de contrôle à ce niveau-là. Même par rapport à l'endurance à regarder des écrans, l'enfant avec TDAH, ça va être 2 fois plus grand que l'enfant qui n'a pas de TDAH. Donc, des fois, on s'attend, OK, il va être tanné, il va arrêter, mais c'est pas ce qu'on observe. Il faut que quelqu'un de l'extérieur vienne arrêter l'écran très souvent. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Oui. Pour ce qui est des diagnostics de TDAH, les professionnels qui vont le faire, habituellement, c'est le médecin qui va offrir un diagnostic. Souvent, il va demander à ce qu'il y ait une évaluation neuropsychologique. Oui. Et une des raisons
pour lesquels c'est le cas, c'est pour vraiment comprendre l'ensemble du profil. Ouais. Parce que le neuropsychologue va aller regarder au niveau de l'anxiété, qui peut avoir un impact aussi sur l'intensité des symptômes, tout le côté aussi dépression, mais aussi trouble d'apprentissage. Donc, un enfant qui va avoir un trouble d'apprentissage, il y a beaucoup de chances que des enfants avec TDAH aient aussi un trouble d'apprentissage qui n'est pas lié au QI. D'ailleurs, c'est important de souligner, mais qui va représenter un obstacle de plus dans sa participation à l'école et qui peut aussi, par le fait même, contribuer au fait qu'il n'est pas attentif et qu'il va bouger beaucoup. Donc, tout est relié. Et d'avoir vraiment une belle image complète du profil de l'enfant va pouvoir lui permettre d'avoir les ressources spécifiques dont il a besoin pour réussir. J'aime vraiment ça que tu mentionnes ça parce que malheureusement, ce n'est pas tous les médecins qui vont faire appel à cette évaluation-là neuropsychologique avant de donner un diagnostic. Moi, j'ai rencontré plusieurs clients qui ont eu un diagnostic, souvent plus jeunes, à 5 ans ou à 6 ans, par le pédiatre. Et c'est tellement important de comprendre ce profil-là, puis aussi parce que le neuropsychologue va être capable de déceler s'il n'y a pas d'autres choses qui se trament, par exemple, un trouble sensoriel, et à ce moment-là, ils vont référer vers l'ergothérapeute pour avoir un descriptif de ça, parce que ça aussi, c'est une autre des causes qui peut mener à bouger beaucoup et qui n'est pas liée aux neurotransmetteurs. Oui, et en parlant de professionnels qui sont dans le portrait habituellement, tu as mentionné l'ergothérapie, mais l'ergothérapie, c'est tellement essentiel dans la compréhension de tous les facteurs qui jouent un rôle. Oui, l'environnement, toutes les habitudes de vie. Et même au niveau du développement. Donc, il y a plein de petits dépistages qu'on va aller faire, là, ou même au niveau du contrôle oculomoteur. Donc, le contrôle des yeux, être capable de garder notre regard fixe sur une cible en mouvement. Est-ce qu'on peut faire des saccades? Donc, un jeune qui va avoir un TDAH a plus de chances d'avoir des défis au niveau de la lecture. Si j'ai des défis au niveau de la lecture, je vais moins vouloir le faire. Je vais aussi plus bouger peut-être. Donc, c'est important de regarder, est-ce qu'au moins il y a un défi au niveau du contrôle des yeux? Si j'ai de la difficulté à contrôler comment mes yeux se déplacent, c'est sûr que la lecture, ce sera difficile. Fait que là, on parle des yeux. On va parler aussi de la posture. Donc, un jeune qui a de la difficulté à rester assis, c'est important de regarder au niveau du contrôle postural, au niveau des extenseurs, des fléchisseurs du tronc. Est-ce que c'est équilibré? Est-ce que c'est bien développé? Parce que des fois aussi, le mouvement, oui, il y a le mouvement, mais il y a du mouvement contrôlé, il y a du mouvement incontrôlé. Est-ce qu'il s'agit de une reprise d'équilibre aussi à chaque fois? Est-ce que c'est un enfant qui va finir par tomber de sa chaise tout le temps? Puis quand on parle de ça, ça nous amène aussi à regarder au niveau des réflexes primitifs. Donc, qu'on voit. Donc, j'imagine que tu te connais bien, tu offres ta formation sur le sujet, justement. Oui, les réflexes primitifs, dans le fond, qui sont un peu les guides du corps durant la première année de vie pour installer les bases sensorimotrices qui mènent au jalon moteur. Alors, ces réflexes-là vont en majorité s'intégrer, ça veut dire qui vont se fondre un peu avec la motricité intentionnelle durant la première année de vie, mais il arrive à cause de l'immaturité, justement, qui vont rester actifs et vont continuer à donner le goût au corps de bouger excessivement ou créer des tensions musculaires qui ne sont pas appropriées au contexte, finalement. Donc, si je suis assis et que j'ai des tensions qui s'installent dans mon corps parce que ma tête bouge quand je suis l'enseignant des yeux ou que le derrière de ma chaise active les mouvements de mes hanches parce que ça frotte dans mon dos, un autre type de réflexe, bien, c'est sûr que ça peut me faire bouger et ça peut avoir l'air d'un TDAH. Et comme le TDAH, c'est ça, on parle de neurodéveloppement. Donc, c'est comme tu dis, il faut comprendre tout le profil du jeune avec un TDAH pour intervenir aux différents niveaux, mais il faut aussi comprendre tous ces facteurs-là parce que ça peut être que le neurodéveloppement qui est immature, sans TDAH aussi. L'idée, c'est qu'il faut être sûr si l'enfant va faire un essai avec de la médication, que c'est parce qu'il y a un défi avec les neurotransmetteurs et non un trouble sensoriel ou une immaturité neurologique. Oui, mais ce qu'on voit aussi, c'est que ce que les études rapportent, c'est que les jeunes qui ont un TDAH vont aussi avoir une immaturité au niveau des réflexes primitifs. Donc,
Oui. C'est quelque chose qu'on retrouve très souvent. Oui. Ce que j'ai lu, il parlait principalement du réflexe de Moro et du réflexe de Galland, donc le deuxième qui est dans le dos. Oui, celui justement. qui fait bouger les hanches quand on frotte le dos. Oui, exactement. Et il y a beaucoup d'études qui parlent de la corrélation, donc la présence des deux, un TDAH et la présence de ce réflexe. Et moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est de voir est-ce que si ces réflexes-là sont intégrés, est-ce que là, il y a une diminution des symptômes? Exactement. Et là, c'est ce qui commence à ressortir là, dans les études, justement. Même ce que je commence à voir, c'est est-ce que même du côté développemental, les filles par rapport aux garçons, c'est pas les mêmes réflexes. Des fois, il y a le réflexe tonique asymétrique du cou, plus chez la fille, ce qui était rapporté, et le réflexe tonique symétrique du cou chez les garçons. En tout cas, c'est intéressant. Je ne suis pas allée en profondeur, mais à poursuivre. Là. OK, donc, à quel âge le diagnostic est généralement donné et fiable? Le diagnostic et la majorité du temps, ce que je vois, c'est autour de 7-8 ans. Donc, vraiment l'âge où l'enfant a commencé sa première année ou l'a terminé. Et il y a des grands défis au niveau de la performance académique, de la participation au quotidien à la classe dans un environnement où on lui demande d'être plus assis longtemps. Puisque le TDAH, c'est un spectre, donc on peut voir aussi des jeunes, aussi jeunes que 4 ans, qui ont des symptômes tellement prononcés, importants, que certains médecins vont donner le diagnostic, mais c'est beaucoup, beaucoup plus rare. Là, souvent, ils vont préférer attendre, justement. Oui, puis de mon point de vue d'ergothérapeute, je pense qu'il faut attendre assez longtemps pour que le développement sensorimoteur se soit consolidé et que les grands besoins de mouvement qui font partie de ce développement-là, bien, qu'il y en ait moins. Donc, à 4 ans, l'enfant, il a beaucoup besoin de bouger. Les enfants sont différents les uns des autres, donc certains ont besoin de bouger plus que d'autres. Donc, de mon point de vue, lorsque le diagnostic est donné à 4 ans, il pourrait peut-être avoir une évolution favorable qui fait que ça ressemble moins à un TDAH dans 4 ans. Oui, c'est rare. En fait, c'est ça. C'est rare que c'est donné comme diagnostic à cet âge-là. Okay. C'est très, très intense. Et oui, effectivement, il faut vraiment permettre au corps de se développer, de développer ce qu'il n'a pas eu la chance de développer. Des fois, ce sont des jeunes qui vont s'être levés rapidement, qui ont commencé à marcher tôt. Donc, c'est sûr qu'il y a différents parcours, mais des fois, se sont attardés moins sur une partie de leur développement et donc, il y a un certain retard observé par rapport à ces sphères-là. Oui, j'embarque sur ce que tu viens de dire parce que ça me stimule beaucoup. Chaque étape du développement moteur est importante et l'enfant qui est particulièrement motivé à se lever debout et à marcher et qui prend pas quelques semaines, quelques mois pour ramper, marcher à 4 pattes. Dans le fond, tout ce que ces étapes-là apportent, entre autres au niveau de l'intégration de certains réflexes primitifs, peut demeurer présent comme besoin développemental et l'enfant amène ça avec lui année après année et ça se présente comme beaucoup encore d'agitation puis d'hyperactivité plus grand. Et de là, parce qu'on va y arriver aux stratégies, ça va arriver qu'on va ramener les enfants au sol, retravailler au niveau de leur posture, puis de tout consolider tout ce qui va mener à la stabilité posturale et à l'inhibition finalement des mouvements non nécessaires. Oui, exactement. Puis là, j'ai écouté ton podcast sur le TDC, donc le trouble développemental de la coordination, et ce qui est recommandé par le Centre de réadaptation de l'Université McMaster, toute leur sphère sur le TDC, ils recommandent de faire un dépistage de TDAH parce que ce qui ressort, c'était comme autour de 50% la prévalence de TDAH parmi les jeunes qui ont un TDC. Okay. C'est énorme. C'est énorme. Donc, si dans la population, c'est environ 5% des jeunes qui ont un TDC, la prévalence du TDAH est environ de 5% au niveau de la population. Et donc, si on recommande aux jeunes qui ont un TDC de se faire dépister pour la présence d'un TDAH et qu'on voit qu'il y a un chevauchement de 50%, bien, je pense que du même côté, si on suspecte la présence d'un TDAH, on devrait aussi investiguer la présence d'un TDC.
Bien, je vais aller encore plus loin en référence cette fois-ci à l'épisode que j'ai fait avec Amélie Gosselin sur les manifestations précoces motrices de l'autisme qui peuvent être justement visibles dès la première année de vie. Et ce qui ressortait de ces études-là, c'est l'importance que des ergothérapeutes ou des physiothérapeutes s'impliquent très, très tôt dans le développement de l'enfant pour dépister toute déviation au niveau de l'évolution du développement moteur parce que ceux-ci étant tous des troubles neurodéveloppementaux, bien, l'enfant peut être susceptible d'évoluer vers un ou l'autre ou les trois ou d'autres troubles associés aussi. Alors, plus on les repère tôt, plus on peut moduler l'environnement et offrir un accompagnement professionnel aux besoins aussi tôt. Oui. OK, avant de parler stratégie et d'ergothérapie, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de médication? C'est pas tous les enfants qui en prennent. Et comment ça agit? Qu'est-ce qui fait que ça module, dans le fond, leur attention et leur niveau d'énergie? Brièvement, là. Oui. Donc, en fait, il y a différentes catégories de médication qui vont avoir un impact différent sur le cerveau. Souvent, il va falloir faire des essais et erreurs pour voir ce qui fonctionne bien, étant donné la variété des causes pour le TDAH. Ce qu'on remarque, c'est que si on pense à notre cerveau un peu comme un moteur qui reçoit plein d'informations et dans lequel il y a un très gros travail de tri à faire pour pouvoir focusser notre attention et choisir ce sur quoi on veut concentrer notre attention. De prendre la médication, ce que ça vient faire, c'est comme si on vient mettre un brigadier, quelqu'un qui vient contrôler la circulation et qui décide qui passe et qui passe pas. Donc, c'est vraiment d'offrir cette ressource additionnelle-là. Parce que des fois, les gens se disent, mais là, c'est un cerveau qui fonctionne tout le temps, qui a plein d'informations. Si on donne un stimulant, est-ce que ça va empirer? Mais ce qu'on observe, c'est qu'en fait, ça vient offrir des capacités additionnelles jusqu'à un certain point de contrôle de l'information qui passe et ce sur quoi on décide. Donc, il y a plus de contrôle par rapport à ce qu'on décide de penser, ce sur quoi on veut mettre notre attention. Donc, on peut faire des liens avec tout ce qui est traitement, modulation sensorielle et tout ça? Il y a beaucoup plus de... Tout le côté sensoriel, particularité sensorielle de façon générale, est beaucoup plus présent chez les jeunes qui ont un TDAH ou du côté neurodiversité, tout comme les sensations interoceptives sont beaucoup moins fortes chez cette population. Donc, par là, on veut dire les sensations de faim, de soif, avoir besoin d'aller aux toilettes, douleur, même parfois, c'est altéré. Donc, j'ai l'impression que tout ça, ça peut faire partie du profil d'un jeune qui va être diagnostiqué avec un TDAH. Bien, ce sont les troubles associés que tu mentionnais tout à l'heure. Donc, les troubles sensoriels font souvent partie du profil des enfants TDAH, TDC ou autistes aussi. Tout à fait, c'est ça. Et donc, c'est important d'avoir l'ergothérapeute pour venir... Oui, c'est ça le message. Il faut tout comprendre pour bien intervenir parce que selon ce qui est le plus important dans ce qui déclenche l'excès de mouvement, là, si on reste sur l'agitation motrice, bien, il faut aller chercher les bonnes stratégies, les stratégies les plus efficaces. Oui. Et idéalement, les moins invasives possibles. Donc, si on peut y arriver sans médication, ben c'est intéressant. Exactement. Oui, c'est important de regarder tout, de faire un peu un inventaire de la vie, de la vie du jeune, de son quotidien, puis de regarder tout ce qui peut avoir un impact sur l'attention et l'hyperactivité. Puis parmi ça, il y a aussi le sommeil. Donc, même un enfant qui est hyperactif en classe, l'ergothérapeute, c'est important qu'il regarde est-ce qu'il dort bien. Oui. Parce que 80% des jeunes avec TDAH vont avoir aussi des troubles du sommeil. Oui. 80%, oui. Donc, plus du côté de l'insomnie. Puis moins on dort, plus nos symptômes sont intenses. Exactement. Et la médication amène souvent des difficultés à s'endormir aussi, ce qui peut culminer en plus de besoin de bouger aussi. Oui, exactement. OK. Jason ergothérapie. Au niveau des principes, là, est-ce que faut d'emblée faire bouger plus les enfants qui ont besoin de mouvement
ou moins, ou bien différemment, ou si ça dépend? Ça dépend. OK. Ce qui est ressorti au congrès de l'année passée Oui, là, oui, sur le TDAH, oui. c'était des résultats de recherche qui suggéraient que le niveau d'activité physique avait un impact significatif sur les capacités d'attention. Donc, plus on bouge, plus on est capable Oui. d'être attentif. C'est une médication naturelle de bouger pour cet aspect-là. Pour tout le monde. L'activité physique amène la dopamine. Exactement. Donc, façon naturelle de sécréter de la dopamine. Oui. Ce qui ressortait aussi, c'est qu'il y avait un moins fort impact de l'activité physique sur l'hyperactivité, le niveau d'hyperactivité. Mais là où ça devient intéressant, je trouve, c'est quand on a un profil combiné, où on a un enfant qui est très hyperactif et très inattentif, d'améliorer l'attention peut l'aider aussi à trouver des solutions, puis des adaptations, puis pour gérer son hyperactivité. Bien, c'est la métacognition, d'être capable de dire je bouge trop en ce moment, c'est pas approprié. Qu'est-ce que mon ergothérapeute, mon parent m'avait enseigné qui peut fonctionner? Et là, d'aller le mettre en place et être d'autant plus capable de dire ça marche-tu ou non? J'essaie autre chose. Fait que ça prend cette disponibilité-là pour mettre en place ces stratégies-là. Oui, c'est ça. Et aussi, je dirais, un des éléments primordiaux, c'est d'intégrer le jeune dans la recherche de stratégie. Oui. Parce que, étant donné qu'il y a un retard dans plein de sphères de sa vie, oui. l'entourage a souvent pris comme habitude de l'aider et de compenser jusqu'à un certain point. Et si le jeune n'est pas nécessairement impliqué dans toute cette recherche de stratégie, puis comprendre de quelle façon son corps fonctionne, pourquoi est-ce que les stratégies recommandées sont les suivantes, pourquoi ça fonctionne, pourquoi peut-être ça fonctionne pas, toutes les subtilités par rapport à ça, des fois, ça fonctionne pas. Et là, j'ai mon entourage qui essaie de me dire plein de choses, mais ça marche pas ce qu'ils me disent. J'ai plus envie d'essayer ces choses-là quand ils sont un peu plus vieux, s'ils n'ont pas appris leur propre fonctionnement. Donc, vraiment de s'attarder là-dessus, de les impliquer dans la recherche de stratégies, dans l'évaluation des stratégies, de revenir sur ce qui a été essayé. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne pas? Comment est-ce que tu t'es senti? C'est super important parce que c'est ce qu'on veut qu'ils continuent à faire jusqu'à l'âge adulte. Vraiment, auto-évaluer ses stratégies. C'est ça, une ressource incroyable qu'il va pouvoir continuer à utiliser. Bien, c'est ce que tu disais au début. Il faut que ça parte de l'intérêt et de la motivation. Donc, comment tu avais dit ça? Si l'enfant est impliqué... Il s'implique. Il s'implique. Donc, pour les solutions, il ne faut pas tout faire à sa place. Oui, c'est ça. Puis ça, c'est difficile. C'est difficile pour l'entourage. Oui, c'est un apprentissage. Oui. Mais le coaching parental, c'est quelque chose que plusieurs ergothérapeutes offrent. C'est une partie significative de l'intervention, j'imagine? Oui, beaucoup. D'ailleurs, ça permet beaucoup aux parents de comprendre le vécu de leur enfant. Et je te dirais même que des fois, ils se reconnaissent tellement qu'on finit par parler des stratégies pour eux parce que ils disent « Ah, mais là, tu me parles de ça pour mon enfant, mais je pense que ça m'aiderait. Ça m'aiderait vraiment de faire ça aussi, peut-être. » Et là, on discute de quelle façon l'intégrer dans leur quotidien parce qu'ils ont des défis similaires. Oui. Donc, les parents deviennent plus impliqués, engagés, motivés à mettre en place cette façon-là d'intervenir auprès de leur enfant aussi. C'est ça. Puis, je trouve qu'un des impacts importants que ça a, c'est aussi, étant donné qu'on met les choses en perspective, qu'ils comprennent un peu mieux où est-ce que leur enfant se situe dans son développement, qu'ils comprennent un peu mieux où est-ce que ça s'en va, il y a un certain lâcher-prise qui est plus facile à faire par rapport aux moments difficiles qu'ils sont en train de vivre des fois. Même des fois de réajuster les attentes qu'on a par rapport à la performance de notre enfant. Ça a un impact tellement important sur sa participation et sa motivation. Donc, j'utilise même des fois des petits trucs que j'écoute sur les capsules de Julie Coutillat, l'ergothérapeute là, qui parle de la boussole, de l'engagement. Et là, en fait, je prends certains de ces trucs aussi par rapport à ça pour vraiment aider les parents à se dire « OK, mais c'est sûr qu'on aimerait s'attendre à un niveau idéal de participation, mais si mon enfant est ici maintenant, il y a un niveau beaucoup plus bas,
c'est pas raisonnable de s'attendre à ce qu'ils fassent le même niveau de participation que ses pairs. Oui. Donc, quelle est l'étape suivante qui est juste après? Le juste défi. Exactement. Et l'enfant, il voit moins ça comme une montagne, il se sent plus accepté, il y a moins de culpabilité. Oui, c'est important que tu en parles parce que tu mentionnais l'estime de soi et il faut que l'enfant apprenne à connaître ses limites, respecter ses limites, exprimer ses limites, ses besoins et à pas se sentir coupable, mais devenir responsable quand même de son évolution avec l'accompagnement de ses parents. Oui, et c'est très important les mots Oui. qu'on utilise pour décrire les défis. Et comme j'en parlais au début, on parlait de la paresse. Est-ce qu'on a l'impression qu'il y a de l'extérieur. De l'extérieur. Mais ce qui arrive, c'est que moi, ensuite, je suis les adultes avec TDAH. Et là, il y a une situation qu'ils rencontrent et ils me disent, c'est parce que je suis paresseux. Ouais. Mais quand on est paresseux, ça fait partie de notre identité. Oui. Et on ne peut pas vraiment s'en sortir. Tandis que si on comprend les mécanismes derrière, on comprend que il y a des solutions. Il y a des solutions, on peut trouver des stratégies et adapter nos propres attentes et réussir à se sentir bien là, tous les jours, peu importe notre niveau de motivation. Ah, tu as tellement raison. Parce que c'est pas de la paresse, c'est de l'évitement ou de la préservation. Ce sont toutes des stratégies que l'enfant utilise parce que c'est trop gros pour lui de s'activer, mais c'est vrai que ça ressemble à de la paresse de l'extérieur. Oui. Puis même, en fait, ce que je trouve super intéressant, maintenant que je travaille avec les enfants jusqu'à l'âge adulte, c'est que j'ai plein de témoignages d'adultes qui me parlent de leur vécu quand ils étaient petits. Puis ça, je trouve que juste travailler avec des enfants, des fois, il y a une partie de l'information qui manque. On n'a pas ils n'ont pas nécessairement développé la maturité nécessaire pour comprendre leur fonctionnement puis ce qui leur arrive. Et ce qui est décrit très souvent chez les adultes, c'est le syndrome de dysphorie de sensibilité au rejet. Et en fait, ce n'est pas un diagnostic, c'est plutôt comme une expérience, un symptôme qui est rapporté très, 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 très souvent par les adultes avec TDAH. Okay. Et ça, c'est une certaine hypersensibilité, avoir l'impression de faire quelque chose de pas bien. Et des fois, ça peut même aller à interpréter des situations de façon très personnelle parce que on peut penser avec ça que la personne, si on reçoit, mettons, un feedback, que c'est négatif, on dit, OK, de le prendre vraiment personnel, même si des fois, c'est une phrase très neutre par rapport à quelque chose qui n'est pas attaché à la personne. Oui, comme juste, oublie pas de placer tes souliers devant la porte en arrivant. Et c'est un aide-mémoire, mais ça peut être reçu différemment, comme tu dis. Oui, exactement. Et là, la personne, ça paraît pas nécessairement à l'âge adulte, mais en dedans, c'est un volcan. Ça passe de 0 à 100 et il y a le langage qui part. Mais je suis capable de le faire. Pourquoi la personne me le fait remarquer et tout ça. Et donc, toute cette expérience-là que les adultes décrivent comme quelque chose qu'ils continuent à vivre et qui va avoir un impact sur leur participation aux activités sociales, dans toute leur vie, c'est quelque chose qui est présent chez eux depuis qu'ils sont enfants. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais là, de savoir ça, c'est une richesse incroyable. Ça nous aide à comprendre les enfants. Oui, et aussi de comprendre le poids des mots qu'on utilise. La façon dont on formule une phrase va avoir un gros impact sur la façon dont c'est perçu par l'enfant par rapport à sa capacité de gérer ses émotions. Donc, comme adulte, je pense qu'on a quand même un devoir additionnel de poser nos mots, de contrôler ce qui sort de notre bouche, même si c'est pas facile. C'est pas facile, surtout en situation de crise. Là. C'est sûr qu'il y a personne de parfait. Mais à garder en tête. Tout à fait. Les idées d'activité, c'est quelque chose qu'on aime répertorier quand on se dit on a du temps, on veut travailler avec notre enfant à la maison pour le préparer à sa journée d'école, ou si on est un ergothérapeute en clinique, on n'en a jamais assez des bonnes idées d'activités. T'en as-tu à nous partager? En fait, je sais qu'on parle souvent d'activités motrices en ergothérapie, mais il y a quelque chose que j'aimerais souligner aussi, et des fois qui n'est pas discuté de prime abord, c'est l'activité... Oui! C'est l'activité de temps de qualité parent-enfant.
Donc, effectivement. Une activité dans laquelle l'adulte participe avec le jeune, qui est entièrement dirigée par l'enfant, qui n'a pas d'attente ou de changement des attentes par rapport à que l'adulte doit... Donc, l'adulte doit faire preuve de retien un peu, suivre le guide de l'enfant, participer à son jeu, 15 minutes par jour. Ça crée un lien très fort, puis c'est ça qui va permettre plus tard, même à l'adolescence, de maintenir ce lien-là. Peu importe les activités, les crises, les situations incroyablement difficiles auxquelles ils peuvent faire face au quotidien, ce lien-là a un impact incroyable dans la vie et dans le développement des enfants. Il se sent en sécurité. Il sent qu'il n'est pas tout seul là-dedans. Et juste ça, avoir un peu de temps de jeu avant d'aller à l'école, au-delà de faire des mouvements qui pourraient être dirigés à modifier les comportements de l'enfant, ce qui peut faire sentir l'enfant inadéquat, juste de connecter avec son parent, ça peut avoir un impact. Exactement. Puis même avec les enseignants, donc là, c'est pas facile parce qu'il y a une grande classe, mais le facteur le plus déterminant de la réussite scolaire des jeunes avec TDAH, c'est le lien avec l'enseignant. Ah, wow! Le lien avec l'enseignant. Donc moi, j'entends souvent des parents qui vont me dire « Mais mon enfant, il n'a jamais eu de problème à l'école. » Cette année, c'est l'approche avec l'enseignant-enfant, ça clique pas. Il y a quelque chose, le lien n'est pas créé et là, mon enfant ne réussit pas à participer. Il ne réussit pas à se concentrer. Il fait toujours la mauvaise chose. Et il n'aime plus l'école. Il y a comme des crises toujours en lien avec ça. C'est quelque chose qu'on voit souvent maintenant. Donc, le lien enseignant-parent, enseignant-enfant, parent-enfant est très, très important. Puis c'est une situation dans laquelle l'enfant peut participer à l'activité sans attente de performance. Il ne peut pas rater. Un enfant avec TDAH, à l'âge de 12 ans, va avoir reçu 20 000 commentaires négatifs. T'es-tu sérieuse? De plus que ses pairs. Oh my God! Donc ici, c'est comme tout ce sentiment de sensibilité au rejet a comme raison d'être un petit peu. Donc, c'est important d'avoir des bons moments. C'est important d'avoir des moments sans attente, des moments pour créer le lien. Mon Dieu! Ça m'émue un petit peu, là, parce que... Mais ça devrait, oui, moi aussi! Ça me met les larmes aux yeux, mais c'est que c'est ça. Donc, les enfants, le rôle de l'entourage est tellement important pour ces liens-là de confiance, de connexion, et de tous les professionnels pour réussir à aider l'enfant avec les défis spécifiques auxquels il fait face. Parce que c'est un enfant aussi qui va avoir beaucoup plus de risques d'avoir tellement de conditions de santé mentale associées par la suite, mais même, donc dans les cas les plus intenses, même lâcher l'école, les taux de suicide, c'est 2 fois plus élevé chez une personne qui a un TDAH, donc c'est important. Donc tout là, le lien, tu sais, on parle des activités et tout ça, mais c'est important de garder aussi ce côté-là, l'expérience de la personne, puis qu'elle sait que quand on est à l'école, c'est super difficile pour certains jeunes parce que ce sont des activités imposées qui ne font pas partie de leurs intérêts. Comme tantôt, on parlait de la dopamine. C'est exactement ça. Ils n'ont aucun contrôle sur ce qu'ils est en train de vivre. Et donc, de réussir à les faire persévérer jusqu'à l'âge adulte où là, on essaie de les faire percer dans les domaines dans lesquels ils ont beaucoup d'intérêt et qui réalisent que tout d'un coup, ça devient facile. Et que leur TDAH est en fait une force, une caractéristique qui peut être avantageuse pour eux. Exactement. Puis c'est là l'importance, donc j'aimerais faire une petite parenthèse de l'importance pendant l'enfance d'avoir des activités parascolaires, d'avoir des activités à l'extérieur dans lesquelles le jeune va se sentir bien, va se sentir confiant. C'est ça, avoir des réussites, savoir qu'il n'y a pas juste des défis. C'est ça. Et donc, il peut vraiment nourrir ce sentiment-là jusqu'à l'âge adulte. Ensuite, qu'il va savoir que quand ça l'intéresse, il est capable. Dans certaines situations, c'est plus facile. Et là, ensuite, il y a besoin d'être guidé pour réussir à trouver ces intérêts-là et continuer à y participer. Mais je suis tellement contente que tu partages ça puis que tu aies
l'idée avec ces stratégies-là à ma question sur les idées d'activité, parce que c'est comme trop facile et c'est très recette de dire, bon, voici des bons mouvements qui vont aider à canaliser l'énergie. Puis là, on tombe on veut réparer un peu les comportements qui sont inadéquats ou qui compliquent le quotidien. Et on est moins dans la neurodiversité, puis dans la nourrir qui l'enfant est, puis s'assurer qu'il est connecté avec son environnement et lui-même. Oui. Puis si on veut parler aussi des activités, donc tout le côté moteur qui est pertinent de venir développer pour soutenir ce développement du corps, du cerveau, et qui va être incroyablement important pour le reste de son avenir. C'est important de trouver des activités. Donc, quand on parle d'activités parascolaires, on parle de sport des fois, surtout quand on pense à un petit garçon qui bouge beaucoup. Mm-hmm. Mais là, à quelle activité on le fait participer? Si c'est un jeune qui a un intérêt particulier pour un sport particulier, je dirais que peu importe le défi qu'il rencontre, on y va avec ça. Parce que, comme on disait plus tôt, on peut surmonter les obstacles quand on fait quelque chose qu'on aime. Tout d'un coup, les barrières, elles sont couchées. Là. Donc, d'y aller avec l'intérêt en priorité. Maintenant, si c'est un jeune qui a comme pas d'intérêt à bouger, que ça ne tente pas, et qu'on se dit, ben ça lui ferait du bien de bouger davantage, comme pour tout le monde aussi d'ailleurs. Vraiment. Mais à quoi on le fait participer? À quoi on devrait penser quand on veut faire participer un enfant à une activité sportive, un enfant qui a un TDAH? Quand on pense au sport, il faut considérer quelle est la quantité de temps où il y aura des instructions dans les parties. Donc, des fois, le baseball, par exemple, il y a beaucoup de pauses, où il y a beaucoup d'explications, ou des moments où on doit juste être attentif, ça se peut que ça soit plus difficile. En même temps, c'est pas un obstacle si ça nous intéresse. Une autre chose auquel penser, c'est tout le côté moteur. À combien d'éléments je dois porter attention en même temps? OK. Est-ce que je dois porter attention, par exemple, dans un jeu de soccer? Je dois courir, coordonner mon corps, coordonner avec un objet en mouvement. Je dois courir avec un ballon. Je dois aussi calculer le déplacement des autres. Je dois calculer où je lance. Et donc, là, il y a beaucoup, beaucoup de choses auxquelles porter attention. Donc, ça se peut que ça soit plus difficile, des fois, pour un jeune avec TDAH qui n'a pas d'intérêt dans le sport, de participer aux activités d'équipe. OK. Donc, des fois, les activités individuelles, les sports comme la natation, le karaté, d'autres arts martiaux aussi, escalade. C'est toutes des bonnes... tu te lances des défis personnels avec je peux voir. Oui. Et il n'y a comme pas le côté compétition. Donc, se comparer, parce que ce n'est pas tous les jeunes qui ont l'esprit compétitif et qui sont stimulés par ça. Certains vont être découragés, justement, par tout ce côté-là. Et ça permet aussi d'essayer plus de sport jusqu'à ce qu'on trouve celui qui lui plaise. Parce que si on l'inscrit dans une équipe de hockey ou de soccer, ben là, on veut qu'il reste toute la session, ses coéquipiers comptent sur lui. Tandis que si on va en famille essayer l'escalade, on fait de la natation, on fait des cours d'essai de karaté, du ski, ou on continue jusqu'à temps qu'on trouve... dans le fond, c'est un projet stimulant, je pense, en tant que tel, de dire on part à la recherche de sport jusqu'à ce qu'on trouve celui avec lequel on tombe en amour. Oui. Et excellente idée d'essayer tout ça en famille parce que il y a aussi une question de variété que ça peut permettre. Aller faire une fin de semaine, on fait du ski. Après ça, on va à la piscine nager. Après ça, on fait... Donc, on s'expose à plein de sports. Ça reste intéressant pour le jeune qui peut peut-être s'ennuyer. Ou si jamais le sport, c'est pas dans ses intérêts, le fait que ça varie, ça peut l'aider. Bien, le fait qu'il est connecté avec sa famille, donc il y a du plaisir avec avec la famille, même s'il n'y a pas de plaisir dans le sport, ça doit faire toute la différence que de se faire inscrire dans un cours puis chipper là tout seul. Oui, exactement. Le lien avec les parents. Donc souvent,
il y a des parents qui me disent « Mais j'aimerais ça que mon enfant, il bouge plus. » Mais mon enfant, il bouge pas plus. Souvent, les enfants, les jeunes enfants, de l'âge du primaire, ou plus jeunes même, ce qu'ils veulent faire plus que tout, c'est une activité avec leurs parents. Ouais. Donc, de trouver du temps pour le faire en famille, ça rend ça beaucoup plus facile. Vraiment. Puis, vas-tu quand même nous en donner des idées d'activités de mouvement? Oui, en fait, tout le côté des pauses actives en classe, je pense que ça devrait être utilisé parce que ce qu'on va chercher à faire, c'est aussi, oui, on va essayer de contrôler le niveau d'éveil du jeune et d'attention et tout pour le mettre dans un état propice à l'activité, mais on veut aussi lui offrir des pauses. OK. Puis dans ces pauses-là, du côté des enseignants, il y a d'intégrer des capsules. Il y a des capsules qui existent. Sur le web? Sur le web. Donc là, tu sais, c'est sûr, c'est un défi, là, côté écran. Est-ce que je le fais parce que ça bouge, mais en même temps, c'est un écran, donc de vraiment évaluer est-ce que ça vaut la peine. Mais où il y a des exercices de super-héros, où il y a des... Je pense que c'est Force 4. C'est un site Internet avec des capsules d'exercices pour faire des pauses actives en classe. Okay. Oui, exactement. Donc, ce que j'aime, en fait, ce que j'utilise souvent, Josiane, c'est certaines de tes ressources j'ai eues dans tes formations, c'est tout le côté, la routine d'auto-évaluation de l'état du jeune pour vraiment réussir à comprendre comment il se sent, puis qu'est-ce qui peut avoir un impact sur comment il se sent. Et par la suite, en fonction de ses réponses, on détermine vraiment, où est-ce qu'il veut se trouver, puis qu'est-ce qu'il peut essayer. Donc, un mix un peu aussi de l'approche de Zones of Regulations et des outils que toi, tu utilises puis que tu partages dans tes formations parce que chaque personne a comme besoin de sa petite recette. Oui. On peut pas rentrer aussi un peu l'approche coop là-dedans. Donc, mon objectif, c'est de pouvoir être attentif. Et voici mon plan. Je le mets en action. Je vérifie si ça a donné le résultat. Oui. Oui, tout à fait. Donc, ça rejoint aussi même un peu tout le côté d'impliquer son enfant dans l'analyse de la situation, dans est-ce que ça a fonctionné? Est-ce qu'on essaye autre chose? Est-ce que tu attends d'essayer un peu plus longtemps? Et c'est plus facile de motiver un enfant à essayer une stratégie. Si c'est une stratégie qui l'intéresse moins, c'est plus facile s'il sait combien de temps il va devoir la faire. On l'essaye pendant 3 jours, puis après, on regarde comment ça se passe. On va dire, OK, je sais pas si ça me tente, mais essayons pendant 3 jours. C'est plus facile d'initier. On pourrait lui demander aussi combien de jours tu voudrais l'essayer. Oui, tout à fait. Et des fois, étant donné qu'on vient tous aussi avec un peu nos croyances par rapport au TDAH, puis comment on sait que l'enfant ne fait pas exprès, mais que c'est dur à reconnaître dans le moment, puis pour préserver tout le côté estime de soi de l'enfant, comme on parlait, la sensibilité au rejet qui est facilement piquée, là. Donc, d'avoir une approche quand on vient pour impliquer l'enfant, de dire, OK, mais comme, je vois que tu fais ça, première partie. Deuxième partie, voici ce qu'on est supposé faire. Puis à la place d'y aller dans l'explication ou essayer de le convaincre ou peu importe quelle avenue qu'on est tenté de prendre, d'y aller avec qu'est-ce qui se passe et de comme laisser ça ouvert. Puis là, ça laisse une place aux jeunes pour essayer de voir. Il n'y aura pas tout le temps de réponse. Souvent, là, quand on commence, il n'y a pas de réponse. Puis on peut y aller avec des choix multiples. On peut donner des suggestions pour voir est-ce que ça résonne avec lui. Mais c'est un peu une porte ouverte sur une approche qui laisse la place aux jeunes, l'introspection, et sans le jugement qui est des fois associé avec « mais tu fais pas ce que je te dis. Je t'ai demandé ça, tu le fais pas, j'ai une solution pour toi. » Ah, vraiment. Donc, l'enfant pourrait en venir à dire « je me rends compte que je m'active pas parce que ça m'intéresse pas. » Puis c'est déjà un gros point de départ parce qu'après, c'est d'amener le jeune vers penses-tu que c'est important de faire pareil? Et que là, s'il dit oui, penses-tu qu'il y aurait quelque chose qui pourrait t'aider à le faire vu que tu trouves ça important de le faire?
Exactement. Puis des fois, c'est aussi, ça en vient à, si on le fait pas, on a juste la conséquence naturelle de ne pas le faire. Et l'enfant ne le veut pas, mais il se dit, mais j'aimerais ça que ça aille mieux. Ouais. Mais des fois, il ne va pas savoir ce qui se passe et il va dire, mais moi, je veux le faire, mais mon corps le fait pas. Ou mon corps m'écoute pas. Ouais. Puis là, c'est extrêmement bien dit, parce que c'est vraiment ça qui se passe. Ouais. Et donc, vraiment de détacher ce que nous, comme adultes, on observe de la situation de ce qu'on pense qui est l'intention derrière. C'est comme un peu du coaching pour l'enfant. Oui. Hein, au lieu d'être directif et thérapeutique, on l'implique, on lui pose des questions clés qui lui permettent lui-même de trouver les solutions. Oui, exactement. Puis c'est pas une approche que les jeunes sont habitués. Parce que souvent, ils vont se faire dire des choses à essayer. Oui. Et ce qu'on veut, c'est qu'ils se sentent empowered. Oui. Donc, vraiment, qu'ils ont les outils pour aller chercher ce dont ils ont besoin puis des stratégies. Et c'est ça qu'ils vont maintenir jusqu'à l'âge adulte, là, continuer à chercher de l'aide pour les différents obstacles qu'ils vont rencontrer. Donc, les obstacles qu'on observe quand ils sont jeunes, c'est ça j'observe aussi à l'âge adulte, avec moins d'hyperactivité. Mais les défis sont adaptés au contexte adulte. Mais tout ce côté manque d'autocontrôle, ça reste. La perception du manque d'autocontrôle, ça reste. Puis ce sont les tâches, ce sont les activités au quotidien qui ne sont pas les mêmes. Mais donc, si on outille le jeune à savoir comment aller chercher des stratégies puis à s'analyser, on lui donne plus de contrôle. Et l'objectif, c'est comme tu dis, de l'outiller pour le restant de sa vie et non d'essayer de le faire fonctionner dans le quotidien actuel, dont à l'école, pour rencontrer des attentes qui, de toute manière, correspondent pas nécessairement à son profil à lui. Donc, oui, ça fait partie un peu de ça, mais il ne sera pas à l'école tout le temps, cet enfant-là. Exactement, exactement. Toute sa vie, oui. Oui, et le TDAH, c'est quelque chose qui, les études les plus récentes, ce qu'elles rapportent, c'est que la présence du TDAH demeure le reste de la vie. Il y a peut-être 10% des personnes qui n'auront plus de symptômes à l'âge adulte. Puis le reste des personnes, grande majorité, ça va être par épisode. Donc, il y a des moments dans la vie où ils n'auront pas vraiment assez de symptômes pour, si on prend une photo de cette partie-là de leur vie, on va dire, OK, ils n'ont pas de TDAH. Mais après ça, s'en vient une situation très stressante au travail, dans la vie, au quotidien, ça va réapparaître. Oui, la fatigue ou la maladie, par exemple. Si tu ressors d'une période de rhume, ça doit être... Le système est plus vulnérable et il y a moins de ressources d'autocontrôle. Oui, ça peut ressortir plus. C'est ça. Donc, si ça peut donner un petit peu d'espoir aussi aux parents qui vivent des défis au quotidien, qui n'arrivent pas à dormir la nuit, qui ne savent plus comment gérer toutes les explosions d'émotions à tous les jours, c'est que ça s'atténue. Les symptômes de TDAH tendent à s'atténuer avec l'âge. Mais d'où l'importance aussi de créer le lien parce que les défis vont changer, puis on veut garder cette communication-là entre le parent et l'enfant. Est-ce qu'ils font juste s'atténuer ou ils se modifient? Par exemple, avec une hyperactivité plus dans les pensées ou dans la créativité, mais moins dans le corps? Oui, oui. Donc, oui, exactement. Donc, le profil, on peut passer d'un profil d'inattention à un profil d'hyperactivité. Et même hyperactivité, on en a moins parlé, mais c'est aussi verbal. Donc, on peut voir très souvent. Mais oui, ça tend à changer tout au long de la vie. Donc, ne pas nécessairement rester accroché à cette partie-là comme identité parce que c'est plus fluide qu'on pense. Bon point. Oui, vas-y, tu as l'air de vouloir ajouter quelque chose. En fait, une des choses que j'aimerais souligner, c'est nous, comme ergothérapeutes, notre travail qui est de vraiment regarder toutes les sphères de la vie du jeune, vraiment avoir une approche holistique par rapport à ça,
c'est important de déterminer les sphères qui vont aussi avoir un impact sur l'intensité des symptômes. Donc, si je suis amenée à évaluer un enfant qui est décrit comme qui bouge trop en classe, qui a de la misère à participer, mais c'est important de faire toute la partie avec les parents puis regarder, mais est-ce qu'il dort assez? Est-ce qu'il boit assez dans sa journée? Parce que de moins boire, je pense qu'il y a un impact d'environ 20% des capacités cognitives qui sont influencées par notre niveau d'hydratation. Oui, exactement. Buvons. Oui, il y a des jeunes que je suis qui ont juste essayé ça puis ils voient vraiment une différence puis ils ont envie de continuer. Là, puis ça, c'est des jeunes plus à l'adolescence. Donc là, déjà, c'est qui a envie de continuer quelque chose. Une stratégie, vraiment. C'est pertinent. Donc, vraiment de regarder de façon générale tout ce qui va avoir un impact. Puis quand on parlait de dopamine, on sécrète de la dopamine en dormant, en bougeant, en faisant des activités à l'extérieur, dehors. En dormant? Le sommeil, en fait, ça l'aide à... des rêves. On court dans notre rêve. Oui, non. En fait, le sommeil, c'est une activité qui aide notre corps à sécréter de la dopamine. OK. De cette façon-là. On fait tellement des rêves intéressants que... Mais dans le fond, à part cet épisode de podcast dans lequel tu as partagé des nouvelles notions auxquelles porter attention pour tous, mais pour nous, ergothérapeutes, quand on évalue un enfant, si on veut aller chercher plus de ressources, des formations, as-tu des suggestions pour nous? Oui, à vrai dire. Donc, l'Alliance des Canadiennes des ressources sur le TDAH offre une conférence annuelle aux professionnels de la santé et au corps médical pour apprendre vraiment les percées dans la recherche, l'information additionnelle qu'on a par rapport à ça, pour être sûr que ce qu'on offre comme intervention est soutenu par la science. Oui, c'est important ça. Et aussi, ce qui ressort, c'est que les personnes qui ont un TDAH et les familles d'enfants avec TDAH ont essayé tellement de choses et de stratégies différentes qui peuvent être facilement découragées et perdre un peu confiance dans les professionnels qui les entourent et qui les conseillent. Ce qui a été rapporté comme ayant un impact significatif sur l'implication des parents, donc là, information très importante pour tout professionnel, c'est l'importance de rapporter les études scientifiques. Donc, rapporter les résultats d'études que ceci est une stratégie qui est recommandée pour des enfants spécifiquement avec TDAH. Aux parents. Aux parents. Donc, de savoir que, OK, mais c'est pas juste une autre chose à essayer. C'est spécifiquement, maintenant, la recherche nous dit que ce qui a le plus de chances de fonctionner, c'est ça. Parce que là, on parle d'enfants qui peuvent se décourager facilement, mais c'est ce qu'on voit aussi pour les parents dans ce genre de situation-là. Donc, le site que tu viens de mentionner, on peut se tenir à jour. Oui. Donc, s'inscrire à... On peut devenir membre pour recevoir par courriel les résultats de recherche, mais aussi on peut s'inscrire à la conférence annuelle pour obtenir vraiment ces informations-là. Si tu es un parent qui nous écoute... j'ai commencé une communauté Facebook pour soutenir les parents et ça s'appelle « Soutien pour parents d'enfants avec TDAH », entre parenthèses, Québec. Puis, un titre très logique. Oui, et ce que je cherchais à faire, c'est vraiment rapetisser toute l'information de la recherche, le temps que prend l'information qui ressort en recherche, jusqu'au temps que ça arrive aux oreilles des parents, des professionnels qui trouvent ce sujet pertinent, qui s'intéressent à ça. Rapetisser ce temps-là, parce qu'avant, c'était même plus de 10 ans, je pense, le temps que l'information passe de la recherche à la population. Donc là, j'essaie de faire des capsules un peu plus courtes, un peu plus intéressantes, spécifiques pour les parents. Mais ce que je trouve qui fait vraiment la différence, là, c'est, après ça, l'implication des parents, ce qui rapporte leurs trucs à eux qu'ils essaient en lien avec les stratégies. Donc, moi, je peux arriver et dire, voici les résultats. Voici ce qui est recommandé de faire. Mais là, c'est sûr que ça a l'air tout propre, idéal, et tout le monde se dit que c'est impossible à faire. Mais après ça, il y a des parents qui disent, voici comment moi, j'ai réussi à l'impliquer, à l'introduire. Ça, je vois une différence. Fait que ça, c'est le fun. Puis aussi des parents qui voient la lumière au bout du tunnel et qui disent, mais toutes ces années d'efforts-là ont porté fruit. Découragez-vous pas.
les autres parents. Et donc, c'est vraiment beau à voir. Là. Ça fait une différence. Donc, un groupe éducatif où toi, tu soutiens au niveau de l'information que tu leur contribues, puis un groupe de soutien en même temps pour les parents entre eux. Oui, exactement. Il y a aussi la Fondation Philippe Laprise. La Fondation Philippe Laprise, c'est un organisme à but non lucratif, spécifiquement par rapport au TDAH, avec des capsules d'information pour les professionnels, pour les parents. Donc ça, c'est super intéressant. Mm-hmm. Il y a des formations, des fois même moi, j'offre des formations aux professionnels de la santé en lien avec les suivis qu'ils peuvent offrir et faciliter les suivis, mais des formations spécifiques aux ergothérapeutes, je trouve que tout ce qui est en lien avec l'intégration sensorielle, le trouble de motivation sensorielle, c'est pertinent. C'est pertinent, c'est super complémentaire tout dans le contexte TDAH. Tout le côté réflexe aussi, donc intégration des réflexes primitifs, ça aussi c'est pertinent. Et donc, c'est pas des formations qui sont nécessairement données en contexte de TDAH. OK. Ça en fait partie. OK, c'est un très bon point. Et si on est un parent et qu'on est à la recherche actuellement d'un ergothérapeute pour nous accompagner, est-ce que toi, tu reçois des familles? Oui. D'ailleurs, en fait, moi, je me déplace à domicile. Bon à savoir, donc, à Montréal. Donc, c'est la clinique que j'ai commencée, elle s'appelle Imagine la vie, ergothérapie. J'offre des formations, mais j'offre aussi du coaching pour les parents, pour les adultes, avec TDAH spécifiquement, de façon virtuelle. Donc, oui, là, je prends des clients. OK, donc je vais ramasser toutes les ressources et les liens pour te retrouver sous la capsule. Et en te remerciant pour tout ce que tu as apporté aujourd'hui, as-tu une pensée, un mot de la fin pour conclure l'épisode? Ce que j'aimerais dire, c'est s'il y a une chose, en fait, que j'aimerais que les parents retiennent, les ergothérapeutes retiennent, tous les professionnels entourant les jeunes avec TDAH, c'est que ça peut aller mieux. Malgré... Des fois, on ne voit pas ou on a l'impression que ça ne va pas aller mieux. On est tellement dans le moment présent. Dans le moment présent, ça va mal. Les familles, le moment où on est contacté, c'est des situations tellement difficiles dans leur vie qui ont de la difficulté à voir la lumière au bout du tunnel. Et ça peut aller mieux. Et c'est important de bien s'entourer pour ça. De bien s'entourer, d'aller chercher l'aide. Donc, c'est tellement varié les causes et les approches aussi. Ben, bon choix de conclusion. Merci, Emmanuelle. Ça fait plaisir. Ben, merci de m'avoir reçue. Je suis contente de pouvoir participer à ton podcast et de donner plus d'informations par rapport à un sujet dans lequel il y a beaucoup d'informations qui circulent en ce moment. Ben, c'était vraiment apprécié. Bye! Merci, au revoir! Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux, consulter mon blog et profiter de mes ressources gratuites en joignant ma communauté au josiannecaronsanta.com/guide. Le podcast Bouger pour grandir est une production de l'Académie de formation JCSI, des formations en ligne sur le développement et fonctionnement de l'enfant, de la perspective de l'ergothérapie. C'est tout pour cet épisode et sur ce, je vous dis à très, très bientôt pour continuer à parler d'ergo.